Rosenberg, deuxième. Ouais, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. Bon, aujourd'hui, on va parler ensemble d'une des pires erreurs judiciaires de l'histoire. Ethel Rosenberg. Contexte. 1951, guerre froide. Ethel Rosenberg est arrêtée avec son mari Julius pour espionnage au profit de l'URSS. Condamné à mort, le couple est exécuté sur la chaise électrique le 19 juin 1953, malgré les demandes de grâce et de révision du procès, malgré une mobilisation massive de l'opinion internationale en leur faveur, dépassant les clivages idéologiques dans ce monde de la guerre froide et dénonçant une machination judiciaire à l'image de l'affaire Dreyfus. Les Rosenberg sont alors considérés par beaucoup comme les victimes innocentes du contexte de la guerre froide et du macartisme. Le macartisme désigne la politique anticommuniste mise en place aux États-Unis par le sénateur républicain Joseph McCarthy au début des années 1950. On parlait carrément à l'époque de Red Scare ou frayeur rouge, parce que la couleur du communisme c'est le rouge, tu vois. Les amis, par vos commentaires et vos pouces en l'air, vous avez permis à la vidéo précédente d'avoir une belle durée de vie. Merci à tous. Je compte donc sur vos commentaires et encore vos pouces en l'air pour que cette vidéo soit bien référencée sur YouTube. Je compte sur vous. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour l'épisode d'aujourd'hui, avec les éditions Alizio, on voulait vous présenter l'ouvrage de Anne Seba. Eh bah dis donc, c'est plus facile à prononcer que dans la vidéo précédente. Avec les éditions Alizio, on voulait vous présenter l'ouvrage de Ben McIntyre, Ben, consacré à Colditz. Ouais, cet ouvrage du coup qui raconte la tragique histoire d'Ethel Rosenberg. Un livre que les éditions Alizio vous proposent de gagner. Vous partirez aussi peut-être avec le sweat de l'émission. Rendez-vous en fin de vidéo pour cela. L'ouverture des archives soviétiques dans les années 1990 et les témoignages d'anciens agents ont permis depuis d'établir que Julius Rosenberg était bien un espion à la solde de l'URSS. Mais qu'en était-il pour sa femme Ethel, une innocente tuée par une justice aveugle ? Attention les amis, vous êtes prêts? Préparez votre stylo à encre sympathique et réglez votre émetteur d'espion. Bienvenue dans le monde de la guerre froide. Ici c'est Baptiste et il est temps de parler histoire. Alors avant d'évoquer ensemble l'affaire d'Ethel Rosenberg, il est nécessaire de faire une remise en contexte du monde après 1945, de l'affrontement naissant entre le bloc occidental, représenté par les États-Unis, et le bloc communiste, porté par l'URSS de Staline, la guerre froide. Une guerre d'un genre nouveau, basée sur un affrontement diplomatique, politique, économique, sportif, culturel et même spatial, et non sur un combat direct comme on pouvait le voir jusqu'alors. Une lutte idéologique qui a de profondes répercussions dans la société américaine, où la paranoïa envers le péril rouge jouera à fond dans l'affaire des Rosenberg. Allez, on commence avec le sujet qui est finalement le cœur de cette vidéo, la bombe atomique et le péril rouge. Ethel Greenglass est née à New York le 28 septembre 1915. Sa famille est originaire de Biélorussie, d'où son père a émigré à l'âge de 25 ans. Les Greenglass sont 6 et vivent dans les quartiers pauvres de New York. Ethel est scolarisée très jeune dans l'école du quartier où elle saute plusieurs classes, puis intègre le collège local à l'âge de 11 ans où elle y recherche la liberté dans un foyer à l'ambiance étouffante. Elle étudie le chant, la musique et rêve de chanter et jouer la comédie. Bref, une jeune fille avec des rêves plein la tête. Le crash de Wall Street de 1929 et la crise économique qui en découle lui font choisir une voie plus réaliste. Elle apprend la sténographie qui consiste à écrire aussi vite que la parole et la dactylographie qui consiste à savoir taper sur un clavier. Elle quitte l'école à 15 ans pour directement entrer dans la vie active. En 1932, elle travaille comme commis d'expédition pour une société de livraison, mais rêve toujours de devenir actrice. Elle économise, s'achète un piano et prend des cours de chant et de solfège. Son travail est difficile, elle doit traiter jusqu'à 10 000 colis par jour. En 1934, Ethel organise une grève avec des collègues pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Un mouvement qui culmine le jour où les 150 femmes en grève se couchent sur la chaussée de la 36e rue pour bloquer les camions de livraison. Considérée comme la meneuse, Ethel est renvoyée. Ce coup d'éclat lui vaut d'être approchée par les cercles communistes dans lesquels elle fait la connaissance en 1936 de Julius Rosenberg, dont elle tombe amoureuse et qui l'entraîne dans l'environnement du Parti communiste américain.
Alliés de circonstance à partir de 1941 pour combattre l'Allemagne nazie en Europe, les États-Unis et l'URSS ressortent comme les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, les premières tensions apparaissent dès 1947 et cela vient des deux côtés. D'un côté, Staline qui souhaite étendre son influence et le communisme en Europe sans tenir compte de la volonté des peuples et surtout sans tenir compte des accords négociés à Yalta. Et de l'autre côté, les États-Unis portés par le président Truman qui, en mars 1947, lance la doctrine de l'endiguement pour contrer l'expansion soviétique en Europe en soutenant les Européens via le plan Marshall lancé en juin 1947. Plan Marshall qui consiste en une aide financière et matérielle donnée à l'Europe pour la reconstruire après la guerre. Exact. Une aide d'ailleurs qui a été également proposée aux pays d'Europe de l'Est sous domination soviétique, mais Moscou a interdit à ces pays de l'accepter afin de lutter contre l'impérialisme américain. Voilà, vous voyez un peu quand même le serpent qui se mord la queue. Les États-Unis d'un côté veulent étendre leur influence, contrer le communisme en donnant de l'argent et du matériel. L'URSS voit cet argent et ce matériel comme une volonté des États-Unis de contrôler ces États qui lui sont désormais redevables. Alors, l'URSS essaie d'étendre son influence et le communisme afin d'aider les États à se libérer de l'impérialisme américain, et les États-Unis qui veulent lutter contre l'expansion du communisme en étendant leur influence avec le plan Marshall. Je pense qu'on a compris, c'est une guerre d'influence. Oui, et rapidement, l'URSS montre qu'elle veut faire vite. Par exemple, dès le mois de février 1948 avec le coup de Prague qui permet au parti communiste local de prendre le pouvoir en Tchécoslovaquie et qui met fin à la République. Cette prise de pouvoir communiste fait peur aux Occidentaux qui réagissent en renforçant leur coopération économique autour du plan Marshall et militaire avec la future création de l'OTAN afin de contrer l'avancement du communisme. Le 24 juin 1948, l'URSS tente un nouveau coup de force en instaurant le blocus de Berlin, espérant que les Occidentaux abandonnent leur zone d'occupation à Berlin, qui est alors en plein territoire soviétique. Mais ceux-ci ripostent, en mettant en place un pont aérien pour ravitailler la ville. Et oui, puisque aucune guerre n'est déclarée, l'URSS peut bien bloquer toutes les voies d'accès terrestres, impossible pour elle de stopper les avions occidentaux. Du coup, c'est un échec qui entraîne la création de deux États, la RDA et la RFA. Vous avez compris, entre 1947 et 1948, les tensions montent de plus en plus entre les deux grands. Mais le 29 août 1949, la donne change à nouveau. Et oui, car l'URSS fait exploser sa première bombe atomique. Les États-Unis n'ont désormais plus le monopole de l'arme nucléaire. Mise au point pendant la guerre avec le projet Manhattan de 1942 à 1945, la bombe atomique est testée pour la première fois le 16 juillet 1945 au Nouveau-Mexique, avant d'être envoyée, et ça vous le savez tous, sur les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 pour forcer le Japon à capituler, ce qui, combiné avec l'invasion soviétique de la Mandchourie, des îles Kouril et de Sakhaline, arrive un mois plus tard, le 2 septembre 1945. Des îles d'ailleurs que la Russie possède toujours aujourd'hui. D'ailleurs, c'est en partie à cause de cette invasion que les deux pays sont toujours officiellement en guerre aujourd'hui, car le Japon revendique ces îles possédées par la Russie depuis. Aucun traité de paix n'a été signé depuis 1945, c'est fou! Le projet de création de la bombe atomique a été un projet top secret, qui appliqua pas moins de 125 000 personnes qui ont toutes été placées sous surveillance pour éviter les fuites et l'espionnage des pays ennemis. Et justement, à partir de 1943, l'Union soviétique tente par tous les moyens d'infiltrer le programme atomique américain pour accélérer son propre projet. Tiens d'ailleurs, si vous voulez qu'on aborde un jour le projet Manhattan en vidéo, n'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire. Je suis sûr que mon historien préféré sera ravi de vous faire un texte là-dessus. On estime que les renseignements obtenus par l'URSS ont permis de faire gagner 1 à 2 années à leur propre projet de bombe atomique. Et parmi les espions démasqués en 1950, on retrouve le fameux Julius Rosenberg et son beau-frère David Greenglass. Alors rappelez-vous de son beau-frère, David Greenglass. Il sera au cœur de l'affaire. Mais comment nos deux larrons ont-ils été démasqués? Les États-Unis avaient une peur énorme des espions, notamment soviétiques, et tout était fait pour les débusquer, notamment grâce à un sénateur un peu parano sur les bords, Joseph McCarthy. Julius Rosenberg, né le 12 mai 1918 à New York, dans une famille juive issue de Pologne, que son père, créateur de textiles industriels, avait fui quelques années auparavant. Il réside avec ses 4 autres frères et sœurs dans un quartier populaire de New York. Après le collège, il se lance dans des études d'ingénieur. Proche des idées du communisme, il s'avère en réalité qu'il choisit cette voie car elle permet de s'inscrire à la Fédération des architectes, ingénieurs et chimistes, un syndicat pro-communiste.
Il est très tôt engagé dans les milieux politiques et syndicaux de gauche. Il termine ses études en 1939 avec un diplôme d'ingénieur électricien et se marie avec Ethel. Le couple Rosenberg devient membre du Parti communiste américain en 1939 et Julius préside même une cellule du parti dans une section industrielle. En 1940, Julius passe des examens pour intégrer la fonction publique, pendant qu'Ethel renonce à son travail pour gérer le foyer et s'investir pleinement dans l'activité militante. Vu le bordel dans lequel le communisme s'est installé en Russie, les révolutions russes, tout ça, historiquement, le communisme est fermement combattu par le gouvernement des États-Unis qui interdit le parti à ses débuts en 1919. Finalement légalisé, le parti est constamment surveillé et persécuté par l'administration, sauf entre 1941 et 1945. Bah oui, on est allié avec l'URSS contre l'Allemagne nazie, ce serait quand même dommage de se mettre à dos les communistes. Le retour de la paix entraîne un retour des persécutions contre les communistes dans un climat de peur générale déclenché par l'infiltration de réseaux d'espionnage communistes au sein du gouvernement américain et de l'industrie. Il y a des communistes partout. Alors oui, il y avait bien de l'espionnage, c'est le cas dans n'importe quel conflit. Mais la peur de l'espionnage communiste dépasse largement la réalité des faits. On constate alors un climat de soupçon présent partout aux États-Unis. Et l'exemple le plus connu, c'est celui d'Hollywood, où la Motion Picture Association of America publie le 27 novembre 1947 une liste constamment actualisée jusqu'à sa disparition en 1960 d'artistes soupçonnés de sympathie avec le régime communiste américain pour qu'ils soient exclus des studios, contraignant à l'exil ces artistes, dont le plus célèbre est Charlie Chaplin. Britannique de naissance, les enquêtes du FBI lui font perdre son visa qui lui permettait de voyager librement aux États-Unis. Il part ensuite s'établir en Suisse en 1952 et abandonne le personnage de Charlot qui l'a rendu célèbre. Mais tout ça, ce n'est rien. Par rapport à ce qui arrive, le sénateur Joseph McCarthy, avocat et représentant du Wisconsin au Sénat, il se fait connaître le 9 février 1950 par un discours au cours duquel il exhibe une feuille de papier qu'il prétend être une liste de communistes travaillant au département d'État. Le discours est repris par la presse de tout le pays et propulse sur le devant de la scène McCarthy, poussant une commission du Sénat à étudier ces accusations dès mars 1950. Conclusion du Sénat, son rapport rendu en juillet 1950 juge que les accusations de McCarthy sont infondées. Fin de l'histoire du coup ? Eh ben non, en fait, parce que ces accusations trouvent un écho favorable dans l'opinion publique américaine, qui a peur du communisme. Le nouveau président américain, Eisenhower, élu en 1953, redoute McCarthy. D'autant que le Parti républicain le place comme président de la sous-commission d'enquête permanente au Sénat, qui est chargée d'enquêter sur les affaires de corruption ou de fraude. Et là, McCarthy, il va se faire plaisir. Il commence par une enquête sur la bureaucratie à Voice of America, qui est le service de diffusion internationale par radio et télévision du gouvernement américain, un peu comme RFI en France. Et donc McCarthy oblige au retrait de toute la littérature qualifiée de communiste ou pro-communiste, selon lui, de la bibliothèque du département d'État. Bon, là, McCarthy commence à devenir bien gênant, car il commence maintenant à porter des accusations sur des influences communistes théoriques au sein même du gouvernement, ce qui exaspère Eisenhower, qui veut à tout prix s'en débarrasser. Heureusement pour le président américain, McCarthy va tomber tout seul en tentant de s'en prendre directement à l'armée américaine. Et oui, et cette histoire commence avec un dentiste new-yorkais, Irving Perez. Alors, que lui reproche le comité McCarthy ? Médecin militaire, Irving refuse de répondre à un questionnaire sur ses idées politiques lors d'une montée en grade qui est alors annulée. Et oui, si tu réponds pas, c'est que t'as des trucs à te reprocher. Le souci, c'est que l'annulation de la promotion, ça ne suffit pas à McCarthy. Oh non ! Il convoque Irving pour prouver que l'armée américaine est laxiste à l'égard du communisme et que sa bureaucratie inefficace met en danger le pays tout entier. Ah ouais, vous avez compris, le mec veut faire un procès à toute l'armée américaine en se servant d'Irving. Irving est interrogé le 30 janvier 1954. On lui demande s'il est communiste, en gros, et Irving invoque le 5e amendement pour ne pas répondre. Ce qui signifie en gros, je répondrai pas au nom du 5e amendement qui protège les gens contre les abus de l'autorité du gouvernement, et ouais. Bon, le « et ouais » en moins, mais vous avez compris le message. McCarthy est fou de rage et le traite de, je cite, « communiste du 5e amendement ». Ouais, c'est une phrase tirée de la commission d'enquête, McCarthy souhaite voir notre dentiste en cour martiale, mais le même jour, Irving demande sa démobilisation de l'armée, qu'il obtient du brigadier général Ralph Weiss Zwicker, héros de la Seconde Guerre mondiale, hautement décoré. Yo, qu'est-ce qu'il a pas fait là, ce Zwicker ? Pouf. Hop, McCarthy l'attaque, lui aussi, en lui disant qu'il n'est pas digne de porter son uniforme et qu'il a l'intelligence d'un enfant de 5 ans. Des insultes qui lui valent la perte immédiate de tous ses soutiens
McCarthy est déchu de son poste à la commission le 2 décembre 1954. Marginalisé, il meurt en 1957 après avoir sombré dans l'alcoolisme. La disparition de McCarthy et la politique de détente avec l'URSS met fin à cette chasse aux sorcières. Mais le bilan est lourd. De 1947 à 1953, 26 000 employés de l'administration fédérale subissent une enquête provoquant 7 000 démissions. Et pour terminer ce bilan du macartisme, on compte 2 morts, le couple Rosenberg. La principale source de ce que je vais vous raconter maintenant, c'est le livre d'Anne Seba, paru aux éditions Alizio, et que vous avez la possibilité de gagner en fin de vidéo. Alors, les Rosenberg, on vous a déjà présenté Ethel et Julius au début des chapitres 1 et 2, et vous vous souvenez, on avait dit qu'Ethel cherchait la liberté au collège, car l'ambiance familiale chez les Greenglass n'était vraiment pas terrible. Déjà avec sa maman, Tessie Greenglass, Ethel a toujours eu une relation conflictuelle avec sa mère qui la délaisse au profit de ses frères. Elle a toujours dénigré les mérites de sa fille, et ce malgré un parcours scolaire exemplaire. Une situation pas facile qui a provoqué un profond manque de confiance en Ethel. Dans sa famille, elle ne s'entend guère qu'avec son père, qui n'a aucune autorité, ainsi qu'avec son plus jeune frère, David, le fameux David, dont on a déjà parlé. Ensuite, Ethel et Julius se rencontrent en 1936 dans la Ligue des jeunes communistes. Ils se marient en 1939. Ethel a alors 24 ans, Julius en a 21. Voilà, et c'est l'année suivante, en 1940, que Julius Rosenberg est recruté comme civil par l'armée dans le corps des transmissions de l'armée des États-Unis en tant qu'ingénieur-inspecteur, donc un poste assez élevé. C'est alors qu'il occupe cet emploi qu'il est approché et recruté par le NKVD, l'ancêtre du coup du KGB, et du FSB aujourd'hui, pour espionner pour le compte de l'URSS. Et oui, en tant que membre du Parti communiste, le NKVD s'est dit qu'il avait toutes ses chances avec Julius. Et ce qu'on peut dire, c'est que Julius travaille bien. Oh oui, il fournit des milliers de rapports classifiés, il recrute des sympathisants qui eux aussi transmettent des renseignements. Comme fuite importante, on peut citer les plans du Lockheed's P-80 Shooting Star. C'est tout simplement le premier avion de combat à moteur à réaction opérationnelle des États-Unis. Et Julius n'a jamais été inquiété pour ses activités d'espionnage. Jamais. En 1943, Julius et Ethel ont leur premier enfant, Michael, et ils se retirent du Parti communiste américain tout en poursuivant leurs activités, et notamment Julius, l'espionnage. D'ailleurs, c'est le moment pour David Greenglass, le petit frère d'Ethel, de rentrer dans la partie. Effectivement. Donc, David suit une formation de mécanicien et se marie avec une militante communiste, Ruth Prince. Ruth, on va l'appeler Ruth. Celle-ci admire l'intelligence d'Ethel et développe peu à peu un complexe d'infériorité et une jalousie très forte envers Ethel. Un sentiment renforcé par le fait que David peine à faire vivre son foyer à cause d'un salaire trop faible, ce qui l'oblige à souvent demander de l'aide à Julius Rosenberg. Cela aura son importance dans la suite de l'histoire. Rappelez-vous, nous sommes en 1943, David est mobilisé par l'armée et il est affecté comme technicien au fameux projet Manhattan au laboratoire de Los Alamos. Apprenant cette mutation et le lien entre David et Julius, le NKVD veut absolument en savoir plus sur ce projet ultra secret et exige que Julius recrute David. Et surtout, que David transmette des informations sur le projet au profit de l'URSS. David accepte et va transmettre ces informations sur le projet Manhattan de novembre 1944 à 1946, participant ainsi à fournir l'arme atomique à l'URSS. Dans le même temps, les supérieurs de Julius Rosenberg commencent à avoir des soupçons sur son appartenance au Parti communiste. Le FBI transmet carrément des informations censées prouver son appartenance à ce parti et Julius est renvoyé. Mais Julius est un petit malin. Dans le dossier qui l'a fait renvoyer, il n'y a aucune preuve qu'il ait adhéré un jour au Parti communiste et donc, en protestant un petit peu, il réintègre son poste. Ouf, il a eu de la chance. Oui, mais ça ne va pas durer, car un nouveau joueur va rentrer dans la partie, McCarthy. Bon, comme on l'a dit plus tôt, l'URSS et les États-Unis étaient alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais les Américains n'ont pas partagé d'informations avec l'Union soviétique et n'ont même pas cherché à obtenir son aide concernant le projet Manhattan. Bon, c'est un petit peu normal, hein, vu le climat anticommuniste d'avant-guerre. L'Occident a été choqué par la rapidité avec laquelle les Soviétiques ont pu réaliser leur premier essai nucléaire, RDS-1, le 29 août 1949. Et puisque l'URSS a réussi à infiltrer le projet Manhattan, il s'avère que RDS-1 était en fait une réplique de Fatman, la bombe larguée sur Nagasaki le 9 août 1945. L'acquisition de la bombe par l'URSS provoque donc un choc aux États-Unis et les services secrets britanniques et américains repassent au peigne fin tous les dossiers de tout le personnel pour trouver les éventuels espions. Alors attention,
Il démasque un certain Klaus Fuchs en 1950, physicien allemand et espion russe, qui a largement permis à l'URSS d'obtenir l'arme atomique rapidement. Interrogé, Klaus balance un autre nom, Harry Gold, un chimiste également espion qui aidait Fuchs à transmettre ses informations sur le projet Manhattan à l'Union soviétique. Et Gold, lui, il balance tout le monde, dont un certain, et là vous allez tout comprendre, David Greenglass, frère d'Ethel Rosenberg, machiniste dans le projet Manhattan et qui avait transmis des informations à Gold. David Greenglass, qui est déjà connu en plus, car l'année d'avant, en 1949, le FBI l'a interrogé à propos d'un vol d'uranium-238 à Los Alamos. Mais ce dernier ment et devant l'absence de preuves, l'investigation ne va pas plus loin. Conscient du risque, Julius donne 5 000 $, l'équivalent de 64 000 $ aujourd'hui, à son beau-frère pour qu'il s'enfuit au Mexique avec sa femme. Vous savez, la jalouse d'Ethel, pour échapper à l'enquête en cours. Et à la place, le couple s'en sert pour partir en week-end et obtenir des conseils juridiques. Bon bah, ce qui devait arriver arriva, hein. Le 15 juin 1950, David est arrêté par le FBI. Bah oui. David, qui nourrit un profond ressentiment envers son beau-frère, qui a mieux réussi que lui, finit par reconnaître qu'il a touché de l'argent d'Harry Gold pour ses renseignements et balance Julius Rosenberg en disant qu'il avait transmis des informations à Julius au coin d'une rue de New York. Mais c'est quoi cette famille de jaloux? Tu peux pas juste être content de la réussite des autres, quoi. Dès le lendemain, le 16 juin, c'est Julius qui est donc arrêté par le FBI, mais relâché faute de preuves. David n'ayant pas poursuivi son témoignage, il est cependant mis sous surveillance. Attends, il s'en tire comme ça? Oh, ça va ne durer qu'un mois, hein, car le 15 juillet 1950, David Greenglass se remet à table et fait une longue déposition dans laquelle il accuse notamment Julius Rosenberg d'être un espion à la solde de l'ennemi soviétique, et évidemment, Julius est arrêté le 17 juillet 1950. Et pourrait-elle, il va pas balancer sa sœur quand même, si? Alors, dans un premier temps, David nie catégoriquement que sa sœur Ethel est impliquée dans l'espionnage. Et c'est vrai en fait. Ethel n'est au courant de rien, l'affaire ayant été organisée entre Julius, David et sa femme Ruth. Ethel, ignorant tout et surtout étant persuadée de l'innocence de son mari, mobilise la presse pour obtenir la libération de Julius, dont elle se fait la porte-parole. Alors, qui est-ce qui va la balancer? David. Mais tu viens pas de dire... Il modifie son témoignage. Ah... Il affirme que les renseignements ont été transmis à Julius dans le salon de leur appartement et que Ethel a tapé toutes les informations à la machine à écrire. Une version qui est confirmée, et là vous en doutez, par celle qui nourrit une profonde jalousie envers Ethel, Ruth, la femme de David. Le 11 août 1950, c'est donc Ethel qui est arrêtée à son tour. Le 6 mars 1951, le procès d'Ethel et Julius Rosenberg débute et suscite aussitôt un fort intérêt médiatique, d'une part à cause de l'importance de Julius dans cette affaire d'espionnage, et d'autre part parce que la personne représentant l'accusation est le procureur général Irving Saipol, réputé pour sa traque contre les communistes. Au point que le Time décrit Saipol comme le meilleur chasseur de communistes du pays, rien que ça. Le jury est composé pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun élément pouvant être favorable au Rosenberg, accusé de conspiration en vue d'espionnage. Saipol est également assisté du procureur Roy Cohn, qui est l'un des principaux soutiens à McCarthy. Ajoutons la présence du juge Irving Kaufman, qui a déjà jugé des affaires d'espionnage soviétique et compte, avant même le début du procès, arriver à une nouvelle lourde condamnation contre les Rosenberg. Tout est en place donc pour un procès à charge contre les Rosenberg, dont les preuves les accusant sont finalement très minces, en dehors du témoignage des Greenglass. La belle famille, du coup. D'ailleurs, le principal témoin de l'accusation, c'est bien David Greenglass, qui déclare avoir remis à Julius Rosenberg un croquis de la section transversale d'une bombe atomique à implosion, la fameuse Fat Man lancée sur Nagasaki. Sur les 23 témoins à la barre, seuls 5 évoquent les Rosenberg et 3 les lient à l'affaire d'espionnage. Ethel essaie de se défendre du mieux possible, mais comme le montre bien le livre d'Anne Seba, elle va être jugée sur des points complètement hors de propos, comme son apparence. Ethel ne la soigne pas lors du procès, ce qui renvoie une mauvaise image au jury et au public, et on lui reproche. On juge aussi que c'est une mauvaise mère en raison de ses difficultés à élever ses 2 enfants qui ont été placés depuis son emprisonnement, et ce point futile joue dans une société américaine où le modèle est la femme au foyer. Ethel ne joue pas non plus sur l'émotion et reste impassible, ce qui la rend antipathique auprès du jury et du public. Et en plus, c'est là que tu vois que les procès truqués, c'est n'importe quoi. Ethel, elle est plus âgée que son mari. Elle est présentée comme le cerveau de l'opération, alors qu'elle n'y a apporté qu'une aide indirecte, ignorant totalement les enjeux. Julius et Ethel nient toutes les accusations, cependant,
Évidemment, ils ne parviennent pas à renverser un verdict joué d'avance et sont tous les deux condamnés à mort le 5 avril 1951. David Greenglass, qui est reconnu coupable d'espionnage, est lui condamné à 15 ans de prison, réduit à 10. Le juge Irving Kaufman exulte alors qu'il prononce la peine de mort pour le couple Rosenberg. Il dit ceci. Je pense que votre conduite, en mettant entre les mains des Russes la bombe A des années avant ce que nos meilleurs scientifiques prédisaient, a déjà causé, à mon avis, l'agression communiste avec pour conséquence plus de 50 000 victimes. Et qui sait si des millions d'autres innocents ne paieront pas le prix de votre trahison. En effet, par votre trahison, vous avez sans aucun doute modifié le cours de l'histoire, au détriment de notre pays. Ah oui, le mec les accuse carrément d'avoir causé la guerre de Corée. Les Rosenberg font appel, mais il est évidemment rejeté à l'automne 1952, alors que des comités de soutien fleurissent dans le monde entier en faveur des Rosenberg. Un soutien qui dépasse les milieux de gauche et communistes. Parmi les personnalités demandant la grâce des Rosenberg, citons le pape Pie XII qui fait intervenir son représentant pour réclamer la grâce auprès du président américain. En France, le comité de défense des Rosenberg comprend Jean-Paul Sartre, Fernand Léger, Aragon, Picasso, Yves Montand, Hervé Bazin, etc. etc. Jean-Paul Sartre qui décrit le procès comme un lynchage légal qui englançante toute une nation, et ajoutant cette phrase « Vous avez peur de l'ombre de votre propre bombe ». L'émoi de l'opinion française envers le sort des Rosenberg est tel que l'ambassadeur américain en France, Clarence Douglas Dillon, envoie un rapport à Washington renseignant des conséquences de leur exécution pour l'image du pays en France, malgré les recours, les pétitions et les mois du monde presque entier. Ethel et Julius Rosenberg sont exécutés sur la chaise électrique le 19 juin 1953 à la prison de Sing Sing au nord de New York. Julius meurt dès le premier choc électrique. Alors par contre, pour Ethel, la pauvre, elle est déclarée morte qu'après 5 décharges électriques, au point que les témoins oculaires ont pu voir de la fumée s'échapper de sa tête. Quelques heures avant son exécution, Ethel écrivait « Mon mari et moi sommes innocents. Nous ne pouvions trahir notre conscience. Aucune puissance ne nous séparera dans la vie ou dans la mort. Je ne vous demande qu'une chose, consolez mes petits. » L'exécution des Rosenberg ne met pas fin à la polémique autour de leur procès, qui devient le symbole du procès politique truqué. Il marque d'autant plus les esprits par sa sentence car les Rosenberg sont les seuls espions de l'Est condamnés à mort pendant la guerre froide. D'autres espions capturés ne seront condamnés qu'à des peines de prison. Une situation incompréhensible pour l'opinion, d'autant que les preuves matérielles étaient inexistantes envers Ethel. Les comités de défense formés à travers le monde vont poursuivre le combat pour réhabiliter la mémoire des Rosenberg. Le procès apparaît comme un symbole d'injustice, au même titre que l'affaire Dreyfus en France ou le cas des anarchistes américains Sacco et Vanzetti. Des innocents condamnés à mort en raison de leurs opinions politiques dans les années 1920. Parmi les actions les plus spectaculaires menées, une reconstitution du procès par l'Association des juristes américains en 1993 et qui aboutit à un verdict unanime, non coupable. L'ouverture des archives soviétiques à partir de 1950 et les témoignages d'anciens agents permet aujourd'hui d'en savoir un peu plus. Julius était bien un agent qui a transmis des informations sur le projet Manhattan via Ruth et David Greenglass. Ces 3 noms sont bien cités dans les archives du KGB. Ethel, jamais. En 2001, David Greenglass est finalement revenu sur son témoignage concernant la dactylographie des notes par sa sœur. Il a déclaré « Je pense franchement que c'est ma femme qui a tapé les notes, mais je m'en souviens pas. » Il a déclaré ensuite avoir fait un faux témoignage pour se protéger et protéger sa femme, Ruth, et avoir été encouragé par l'accusation à le faire. En 2008, l'interrogatoire de Ruth Greenglass, avant le procès, a été rendu public, et ce qu'on y trouve est également la preuve qu'Ethel est morte pour rien. On lui a demandé si c'est elle qui a écrit les informations sur un morceau de papier, ce à quoi elle répond « Oui, j'ai écrit les informations sur un morceau de papier, et Julius Rosenberg l'a emporté avec lui. » Mais lors du procès, Ruth a fait un faux témoignage en affirmant qu'Ethel Rosenberg a dactylographié des notes sur la bombe atomique. Et d'ailleurs, suite à ce témoignage, toutes les charges contre Ruth ont été abandonnées. Ethel n'a donc jamais été directement recrutée comme espionne dans l'affaire, elle soutenait juste son mari. Même le KGB, dont certaines archives ont été rendues publiques, était d'accord avec ça. Son mari Julius était considéré comme un agent efficace, qui avait d'ailleurs son nom de code d'espion. Par contre, Ethel ne faisait que le soutenir. Elle reste à jamais une victime collatérale de la guerre froide. Aujourd'hui, une demande est officiellement envoyée au président américain Joe Biden par les enfants des Rosenberg pour réhabiliter leur mère. Une demande qu'ils avaient déjà envoyée à Barack Obama puis à Donald Trump
sans réponse. Pour en apprendre plus sur sa vie qui ne fut ici que survolée, je vous invite à vous procurer le livre d'Anne Seba paru il y a quelques semaines aux éditions Alizio. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes plus de 91 000 à suivre la chaîne sur YouTube, merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre aussi la page KissKissBankBank. Si chacun de vous donne 1 €, c'est la fin de la galère pour moi et pour la chaîne. Je vous explique tout sur la page KissKiss. Si ce n'est pas possible pour vous, chaque pouce en l'air, chaque commentaire aide beaucoup à mettre cette vidéo en avant, donc je compte sur vous. Et donc pour avoir une chance de gagner ce livre qui est quand même bien complet, je vous laisse écrire en commentaire « Mais c'est quoi cette famille de jaloux ?» Et avec cette phrase, vous serez automatiquement sélectionné pour participer au tirage au sort pour gagner ce livre. Tirage au sort 2 semaines après la parution de cette vidéo. N'hésitez pas à revenir voir votre commentaire, je répondrai aux personnes qui auront participé. Et j'enverrai aussi aux gagnants un suite de l'émission. Merci à tous et merci aux éditions Alizio d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sans eux et sans vous, cette vidéo n'aurait tout simplement jamais existé. Surtout que les éditions Alizio me proposent des sujets vachement intéressants. Celui-là, cette fois, la fois d'avant, celui de Cold Hits. Je vous invite à aller voir la vidéo derrière. Donc, les éditions Alizio, j'espère vous revoir très vite aussi. Les amis, j'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'histoire avec un grand Y.